Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors comme convenu, donc on va continuer notre histoire avec la chute on va traiter le sujet de la chute des Almohades et le soulèvement des Ianides à Tlemcen et des Mérinides à Fès au Maroc. Donc quelques questions par rapport à la vidéo de la dernière fois. Donc quelqu'un m'a posé la question sur Mohamed Ben Toumart. C'est-à-dire quel était le manhaj نتاعو واش كان يتبع Mohamed Ben Toumart. Donc on peut dire que Mohamed Ben Toumart c'est un personnage énigmatique. Donc les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur sa personnalité parce que d'un côté كان يحب الدين كان يحب يزرع الدين كان يحب يدافع على الدين كان يحب العدل كان يقرب c'est-à-dire il était pieux vertueux et d'un autre côté il a demandé le massacre كان يكفر في المرابطون كان يكفر كان يأمر بالخروج على الحاكم. Donc les historiens n'arrivent pas vraiment à cerner sa personnalité. Il semblerait qu'il suivait on va dire son propre manhaj ولا comment يسميوه بالعربية المنهج التومرتي. Il avait une idéologie, il était vraiment énigmatique, même حتى surtout quand il s'est pris pour le Mahdi, il s'est considéré comme le Mahdi al-Muntadar et Khan Ma'soum et tout. Donc vraiment, les historiens d'un côté, vous allez lire l'histoire de Mohamed Ben Toumart, ils شكروا فيه, il est très bien, كان يحب العلم, كان يحب الدين, كان يقرأ, par exemple, je vous donne un exemple, كان اللي ما يصيبوش يصلي اللي ما يقومش الليل كان يضربوا ساخت راك حاب تقوم الليل سي بيان مي بصح الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يضرب نيتي با فيولون مع الصحابه مع القوم في مكه والمدينه. دونك il avait sa propre idéologie de Mohamed Ben Toumart. Et l'autre question c'était à Abdelmoum Ben Ali. Abdelmoum Ben Ali, c'est vrai, lorsqu'on lit les récits historiques, ils vont nous dire qu'il était vraiment bien, il combattait, كان يحب الجهاد, كان يلم الزكاة بيدو, كان يفرق الزكاة, كان يمشي يشوف les malades, يعيد المرضى, كان حصل, il était vraiment une personnalité complète, vertueuse aussi, pieuse, mais le problème c'est que حتى هو كان يسفك الدماء. Et ce que les historiens qui n'arrivent pas à cerner, c'est que est-ce que Mohamed Abdelmoum Ben Ali, est-ce qu'il s'est détaché de cette idée de Mohamed Ben Toumart comme quoi il était ma'soum ou pas? Certains disent que non, que Abdelmoum Ben Ali il a fondé certes le Dawlat al-Mouahidoun, mais ça il ne l'a pas dit à haute voix comme quoi هذاك الشيء اللي كان يقولوا بلي محمد بن تومرت بلي هو كان مهدي وكان معصوم et tout, il ne l'a pas nié. Abdelmoum Ben Ali ne l'a pas nié. Mais ça, on va le voir, lui, Inch'Allah, avec l'arrivée de Abu Ya'qub, Abu Youssef Ya'qub al-Mansour al-Mouahidi, les Houwa, il va vraiment le dire à haute voix comme quoi ça c'était shirk, c'était n'importe quoi, ça n'avait rien de religieux ou rien de juste la véridique dans cette histoire. Alors, l'autre point qui m'a été posé, c'est une très bonne question, j'avoue, c'était sur ce qu'on appelle les Banu Ghaniya. Les Banu Ghaniya, ce sont les derniers, on va dire, les derniers supporters ou les derniers ceux qui ont ils descendent de Ghaniya. Ghaniya c'était une parente de Youssef Ben Tashfin et ils se sont isolés les îles Baléares, à savoir Ibiza, Mallorca. Ils se sont les îles Palma, ils se sont isolés ou toujours ils étaient contre Dawla al-Mouahidiyya. Pour eux, c'est que Dawla al-Mouahidiyya elle avait tort de massacrer les Almoravides. Houman Gadou toujours il appuyait le fikr al-Mourabiti, où là il restait toujours ils ont essayé de perpétuer le mouvement almoravide sur ces îles. Même ils vont aller très loin parce que ils vont même arriver en Algérie, même Tunis, hein. C'est-à-dire c'était une branche où là ceux qui restaient, où là les débris, où là les débris des Almoravides qui restaient après le soulèvement des Almohades.
Ils vont causer beaucoup de tort et beaucoup de problèmes, les Mouahidoun, parce que c'est l'une des raisons qui va induire ou là, qui va provoquer la chute précipitée des Almohades lors de la bataille de Las Navas de Tolosa, comme on va le voir aujourd'hui. Alors, donc, Lyon, Inch'Allah, je vais principalement parler de la chute de Dawlat al-Muwahhidoun parce que c'est à partir de là que la dynastie ziyanide va naître. Et surtout, la chute de Dawlat al-Muwahhidoun, elle est directement liée à l'histoire de l'Andalousie parce que c'est une bataille qui va se passer en Andalousie qui va provoquer la chute de cet empire et ainsi la naissance de nouvelles dynasties comme les Ziyanides à Tlemcen, comme les Mérinides à Fès ou la Banu Hafs à Tunis. Alors, pour cela, donc je reviendrai, donc on va continuer, Inch'Allah, donc je reviendrai sur l'histoire des Almohades, donc je vais détailler l'Asr al-Dahabi ou l'apogée de cette dawla. C'était pendant Abu Yaqub, Youssef al-Mansour al-Mouahidi. Pourquoi on l'appelle Mouahidi? Parce qu'il va avoir au cours de la dynastie des Mérinides de Fès un autre khalifa ou l'amir ou le sultan qui va s'appeler de la même chose mais هو Abu Yaqub Youssef al-Mansour al-Marini. Donc on l'a appelé Mouahidi al-Marini pour les différencier. Alors l'empire almohade, comme je l'ai détaillé la semaine dernière, donc il est né au début, c'était un mouvement à peu près en 1125, puis de 1125 à 1145, donc c'était le mouvement almohade, et après de 1147 à 1269, c'est الدولة المرابط دولة الموحدون التي أقامها عبد المؤمن بن علي. Donc après la mort d'Abd al-Mumin ibn Ali, il y avait son fils Youssef ibn Abd al-Mumin ibn Ali. Et après Youssef, donc là je vais passer rapidement, je vais pas m'arrêter là-dessus parce que j'aimerais détailler plus la vie de Abu Yaqub Youssef Mansour al-Mouahidi, c'est-à-dire le petit-fils de Abd al-Mumin ibn Ali. Alors, Abu Yaqub Youssef al-Mansour al-Mouahidi, c'est le premier calife, ou là c'est le premier gouverneur de Dawlat al-Mouahidoun, il va clairement dire que Al-Mahdi ben Toumar, ce qu'il disait sur sa Mahdi, Al-Mahdi ou ce qu'il disait sur l'Isma était faux. Donc lui, c'est l'Asr al-Dahabi, هو المجدد تاع Dawlat al-Mouahidoun, et c'est pendant son règne que cette dynastie va connaître un embellissement, elle va devenir très puissante, et surtout راه ماشي يقرب العلماء منه وراه ماشي يقرب الفلاسفه وراه غادي ينشر العلم والعدل والمساواة بين الناس ويستعمل الشورى. Ça c'est très important. راه ماشي يستعمل الشورى في الأخذ في الأمور في تسيير الدولة نتاعو. Il était jeune, il avait je pense 25 ans lorsqu'il a été désigné comme khalifa. Et pourtant, il va réaliser l'une des plus belles ou les plus belles réalisations de la dynastie almohade en Andalousie et aussi en Afrique du Nord. Donc, et c'est pendant le règne de ce calife que Sidi Boumediene el-Ishbili, il va se développer, il va qui va apparaître sous son règne, et c'était lui qui a demandé, qui l'a convoqué une fois à Marrakech. Donc Abu Medine Ishbili kharaj min Bjaya pour aller atteindre Marrakech et rencontrer Al-Mansour al-Mouahidi, mais malheureusement au cours de la route, donc il tombe malade, et là il va voir que c'est l'Ubbad, c'est là où il va finir sa vie. Il se dit cet endroit est propice pour que je finisse ma vie ici à Tlemcen, le village de l'Ubbad. Donc Abu Yaqub al-Mansour al-Mouahidi, lui, ses réalisations, sa principale réalisation, c'était une bataille qui s'est passée en Andalousie, qu'on l'appelle la bataille d'Al-Arcos ou Ma'arakat al-Arak. وهذه معركة الأراك جات متممة ولا مكملة
à ce qui s'est passé في المشرق, à savoir معركة حطين تاع صلاح الدين الأيوبي لاسترداد القدس الشريف. Donc, rappelons aussi que les Fatimides ont été vaincus par Salah ad-Din Ayyubi en 1171 et en 1187, plus exactement le 4 juillet 1187, donc il va avoir la bataille de Hattin, guidée par l'armée musulmane, guidée par Salah ad-Din Ayyubi, pour la reconquête de Al-Quds Sharif, parce que je vous rappelle que Al-Quds est tombé entre les mains des chrétiens au cours de l'Khilafa al-Fatimiyya ou l'Ubaydiyya al-Fatimiyya. Donc Salah ad-Din Ayyubi, il avait un très bon rapport, il avait un très bon rapport avec Al-Mansour al-Mouahidi في مراكش في المغرب العربي. حتى Salah ad-Din Ayyubi, il demandait des fois des renforts la dynastie almohade, et c'est pour cette raison que un groupe d'armées ou là des soldats maghrébins almohades sont allés participer à Ma'arakat Hattin en 1187, et parmi eux Sidi Boumediene al-Ishbili, et c'est pour ça on dit que Sidi Boumediene al-Ishbili il était à côté de Salah ad-Din Ayyubi, et lors de la bataille de Hattin il va perdre son bras, et avant de revenir à Abjaya, et après il va être convoqué comme je viens de le signaler. Et aussi, n'oublions pas que في القدس كاين باب المغاربة. باب المغاربة, les certains disent المغاربة, je dis bien المغاربة, ça veut dire les maghrébins, et ça ne veut pas dire les marocains, parce qu'à l'époque le Maroc n'existait pas, c'était l'empire almohade. Donc باب المغاربة les soldats almohades les gens de l'Afrique du Nord, les gens le Maghreb, donc ils utilisaient de la porte باش كانوا يمشيو يصليو, donc c'est pour ça on l'appelle باب المغاربة. Donc ça c'est une histoire très intéressante, parce que l'empire almohade, il va réussir à mettre en contact des relations diplomatiques, voire plus, entre Al-Mashriq مع صلاح الدين الأيوبي وفي الأندلس والمغرب العربي. Donc في الأندلس المنصور comme je l'ai dit دولة الموحدون كانت العاصمة نتاعهم في إشبيلية. C'est pour ça aujourd'hui, si vous visitez Séville, vous allez trouver de nombreux monuments almohades. Par exemple, la Torre del Oro, la tour de l'or, ou la Burj al-Dahab, l'images à la Guadalquivir, c'est une construction almohade. Tiens, que vous allez trouver Qas al-Bouhaïra. Bouhaïra, c'est un palais almohade, et il y avait à côté un grand bassin, c'est pour ça qu'on l'appelle Qas al-Bouhaïra. C'est une construction almohade. Et l'architecture de Séville, elle est très influencée par l'art ou le savoir ou la culture almohade. Et la plus belle, on va dire, la plus belle réalisation almohade Séville, c'est la grande mosquée de Séville, qui a été convertie en église, en cathédrale, et qu'on l'appelle aujourd'hui la Giralda. Et je vais vous expliquer son histoire aujourd'hui, parce qu'elle est liée à cette bataille d'Al-Arcos. Donc la bataille d'Al-Arcos ou Ma'arakat al-Arak, c'est une bataille toujours entre les musulmans guidés par Al-Mansour al-Mouahidi et une armée guidée par Alphonse VIII cette fois-ci. Rappelez-vous, Zellaqa c'était Alphonse VI, mais là on va être avec Alphonse VIII. Donc toujours, comme je l'ai dit, la terre andalouse elle n'était pas très stable, donc il y avait toujours des conflits entre les musulmans et les chrétiens. Et là, Alphonse VIII, il voulait un petit peu tester ses compétences, ou là il voulait un petit peu aller très loin dans ce qu'on appelle la reconquista ou la hurub al-istirdad. Donc pour cela, il va demander des renforts auprès du pape. Le pape à Rome, il va lui envoyer des renforts de Constantinople, de la France, de l'Allemagne, de partout en Europe. Et Al-Mansour Mouahidi, il va venir avec une armée composée à peu près de 50 000 personnes et l'armée chrétienne de 150 000. Donc ils vont se rencontrer à côté d'une citadelle qu'on appelle Al-Arcos. C'est Magia à peu près au sud de Tolède. Entre Tolède et Séville, ou Tolède et Cordoue, mais j'ai à peu près la position. Donc il va avoir une bataille. Tout le monde disait, tous les historiens sont d'accord pour dire que c'est une bataille comme Zellaqa, qu'on a vu la dernière fois pendant les Almoravides.
voire plus que Zellaka, parce que l'armée chrétienne va être anéantie jusqu'au, je crois, 300, entre 300 et 500 soldats chrétiens. Alphonse VIII, il s'est sauvé. Donc, les musulmans, ils ont eu ils ont réussi à capturer beaucoup de chevaux, beaucoup de richesses, des bijoux, des épées. En tout cas, le Ghanaim كانت كبيرة بزاف jusqu'au point où ils ont utilisé le Ghanaim pour construire avec la mosquée de Séville, avec une très grande, avec un minaret très grand. C'est l'un des plus grands minarets le monde musulman. C'était une grande mosquée. Al-Mansour Mouahidi, il a construit cette mosquée. C'est comme, on va dire, c'est comme un cadeau, ou là, comme pour célébrer la victoire على المسيحيون بقيادة ألفونس VIII في معركة الأرك. وهذه المعركة aussi, il faut vraiment se rappeler de cette معركة, parce que certains disent que c'est aussi cette معركة qui va augmenter, ou là, qui va perpétuer, pas perpétuer, mais 2 ans, qui va prolonger la durée de vie de l'Andalousie musulmane de 2 ans, parce qu'elle va chuter en 1492. Donc ça, c'est la bataille d'Al-Arcos et Abu Yaqub Youssef al-Mansour Mouahidi. Donc après Abu Youssef al-Mansour Mouahidi, donc lui, il va régner entre 1184 et 1199. Donc celui qui va prendre sa place, celui qui va être Liam Shini Bay'ou, c'est son fils qui s'appelle Mohamed al-Nasser. Mohamed al-Nasser, il était jeune, il était certes ambitieux, mais il n'était pas du tout sur la même voie que son père, Mansour Mouahidi. Bien au contraire, il s'est appuyé dans la prise de décision sur un ministre que tout le monde dit que il travaillait, il faisait le double jeu entre les chrétiens et Alphonse VIII. Et Mohamed al-Nasser, il n'écoutait pas beaucoup le peuple, mais qu'il s'appelle le shura, donc des fois il a pris des décisions très dangereuses, et ce qui a mis en péril la dynastie des Almohades. Alors, tellement il était jeune, ou là il n'était pas concentré sur la prise de décision, donc il va mener une guerre contre les Banu Rania, les îles Baléares. Il va mettre 9 ans, 9 ans, à épuiser l'armée, à épuiser la trésorerie, à consacrer du temps et de l'énergie pour mettre fin à on va dire, à ces derniers supporters, ou ces derniers vestiges des Almoravides. Certes, on peut voir que Banu Rania, au début, ils avaient raison pour lancer cette indépendance, ou là, de s'isoler dans les îles Baléares, parce qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'il a fait le Mahdi ben Zoumart et Abdelmoumen ben Ali, mais ils avaient tort aussi, parce qu'à partir du moment où le Mansour Mouahidi a pris les rênes, il était bien, il était correct, il avait un très bon jugement, il était vraiment, c'était un savant. Il aimait les savants, c'est-à-dire ils auraient pu un petit peu s'unir avec les Almohades, et là ils auraient économisé de l'argent, de l'énergie, du temps à Mohamed al-Nasser. Mais Mohamed al-Nasser, après 9 ans de combat avec Banu Rania, donc l'empire almohade, il a vraiment souffert de cette situation, ce qui a induit Atma Alphonse VIII. Donc Alphonse VIII en Andalousie, il a vu ce conflit bin Banu Rania ou le Mouahidoun, il a vu que l'empire almohade, il était un petit peu fragilisé, et surtout parce qu'il recevait des informations via le premier ministre, ou l'Al-Hajib, que Mohamed al-Nasser avait à ses côtés. Donc il s'est dit, tiens, ça c'est une occasion en or, c'est maintenant qu'on va frapper un bon coup afin de mettre fin à cette dynastie, ou là à cet empire almohade.
Et c'est ce qui va se passer, et c'est ce qu'on appelle la bataille de Las Navas de Tolosa ou la Ma'rakat al-Uqab. Certains ils l'appellent Ma'rakat al-Iqab. Cette Ma'rakat Las Navas de Tolosa, les Espagnols l'yom soir, dès leur jeune âge, les Espagnols, la culture espagnole ou l'enseignement espagnol, c'est parce que c'est le tournant dans cette histoire, dans le tournant, dans la Reconquista. C'est à partir de là que toutes les villes andalouses vont tomber, excepté le Grenade ou là le royaume de Grenade. C'est la bataille aussi, c'est l'un des rares exemples, voire l'unique exemple dans l'histoire où tout un empire va s'effondrer à cause d'une bataille. C'est que les autres empires, il y avait des ils perdaient, c'était Hagda. Mais maintenant, on va voir que la bataille, les Almohades vont la perdre, ils vont être massacrés et que tout l'empire va s'effondrer. Et c'est à partir de là que d'autres douailats ou d'autres dynasties vont sortir, comme par exemple Dawla Ziyaniya, Dawla al-Mariniya, Dawla al-Hafsiya. Donc, la bataille de Las Navas de Tolosa, Alphonse VIII il commençait un petit peu à inquiéter les musulmans en Andalousie. Mohamed al-Nasser, il décide d'aller le combattre. Et pour cela, il va préparer une très grande armée en comparaison avec les chrétiens. C'est la première fois. Pour vous donner un exemple, imaginez la bataille de Zlaqa, c'est exactement la même chose, mais là, c'est dans le sens inverse. Ça veut dire que c'est les chrétiens qui vont gagner. Et donc, Mohamed al-Nasser, il était très sûr de lui. Il pensait avec le nombre de combattants qu'il avait engagés dans cette bataille, il avait toutes les chances de son côté pour gagner cette bataille. Mais il va commettre d'énormes erreurs, ce qui va, avant même la bataille, le jour J de la bataille, ce qui va provoquer la perte de la bataille et le massacre tous les musulmans. L'armée musulmane, elle a été détruite. L'armée musulmane, elle a été détruite. Il ne restait plus personne. Ils ont dit, les historiens disent que pendant 20 ans après cette bataille, on ne pouvait même pas trouver un jeune homme, un garçon de moins de 20 ans en Andalousie. Ça veut dire tous les jeunes, la jeunesse andalouse, toute l'armée qui a été utilisée dans cette bataille, elle a été anéantie. Vous imaginez, pendant 20 ans, aucun jeune andalou n'existait pendant toute cette période, tellement ils ont été massacrés. Donc, et c'est aujourd'hui, chaque année, les Espagnols célèbrent cette bataille de toutes les façons. On a publié le groupe à plusieurs reprises avec la bannière ou avec le grand drapeau avec le Mouahidoun qui a été capturé, la honte, il a été capturé par les chrétiens. Et aujourd'hui, avec la région de Las Navas de Tolosa, il y a complètement un musée qui retrace la glorieuse ou la gloire des chrétiens lors de cette bataille, parce que c'est le tournant de l'Andalousie. C'est ça, c'est à partir de là que tout a été, que la Reconquista, elle a pris un nouvel élan, bien qu'elle va ralentir un petit peu, parce que le royaume de Castille et d'Aragon, ils vont rentrer en conflit, ce qui va un petit peu prolonger la durée de vie des musulmans à Grenade, plus spécialement. Donc ça c'est la partie des Almohades. Donc après la bataille de Las Navas de Tolosa, donc Séville est tombée, Cordoue est tombée, donc toutes les villes, les plus grandes villes andalouses sont tombées entre les mains des chrétiens. Et là, en Afrique du Nord, il va y avoir Thawarat, des révolutions qui vont se produire contre l'Empire almohade. Et l'Empire almohade, à un moment donné, il n'avait pas le choix que de nommer des wali, des gouverneurs issus de certaines tribus, sur certaines parties de son territoire. Ça veut dire, c'est comme si c'est devenu une confédération. C'est devenu comme des États unis, entre eux. Par exemple, à Tlemcen, dans la région de Tlemcen, donc l'Empire almohade, il a permis que cette région soit gouvernée par une tribu zénète
qui s'appuyaient, elles, sur les tribus de Banu Hilal. De Banu Hilal, je ne les ai pas, j'ai pas encore parlé de Banu Hilal parce que, tout simplement, c'était une qabila ou la qaba'il arabe, adnaniyin, ils sont venus du Yémen, ils sont venus à peu près, ils étaient déjà installés en Andalousie au 8e siècle parce qu'ils étaient en conflit avec les Qaysiyin, ce qui a aussi affaibli la dynastie l'Imar al-Amawiya. Donc il fallait que Abdelrahman Dakhil, Saqar Quraysh, qu'il vienne pour qu'il stabilise la région. Donc هاد القبائل جات à peu près فاتت على مصر، طلعت من جزيرة العرب، فاتت على مصر، عاود راحت للشام، عاود elle s'était, on va dire, elle était très fortement en puissance pendant الخلافة العبيدية الفاطمية. والخلافة العبيدية الفاطمية باش تسمح لها، c'est-à-dire pour qu'elle puisse exister encore، donc سمحت قطعت لها قطعة من الأراضي، عطاتها لهادو بنو هلال. وهذه القطعة من الأراضي جات في شمال إفريقيا. وغابليفو كو هذيك الدولة دولة بنو زيري ودولة حماد ابن بولوغي، الدولة الحمادية، وهي كاليتي سيتي دي زاليي. هاد لي تريبو elles étaient des alliés تاع الخلافة الفاطمية. وà un moment donné il y avait des conflits بيناتهم. Donc pour un petit peu écraser هادوك القبائل الأمازيغية اللي كانت au début موالية للدولة العبيدية الفاطمية، عاود قلبت عليها ولات مع الدولة الأندلسية وظهور الدولة المرابطية. دونك سمحت الخلافة العبيدية، سمحت لهذه القبائل بنو هلال pour qu'elles viennent un petit peu en Afrique du Nord. وهادو قبائل بنو هلال elles étaient des alliés le qaba'il Zanata. Et c'était en s'appuyant sur ces tribus que les Zénates, les Zianides vont prendre le pouvoir, ou là vont voler le pouvoir des Almohades, et même un petit peu ils vont s'allier un petit peu aussi avec les Mérinides, parce que les Mérinides ce sont des Zénates, c'est une fratrie, c'est la fratrie les Zianides, que eux ils vont choisir un petit peu vers le côté le Fès, et les Hafsides aussi du côté de Tunis. Donc Banu Hilal, mais vraiment c'est très léger, je ne suis pas rentré dans les détails. Donc là on voit qu'il y a une symbiose, il y a un très bel échange entre les Arabes et les Amazirs ou les tribus autochtones localisées dans l'Afrique du Nord. Et c'est ça qui a permis l'arrivée des Banouziens dans la région de Tlemcen. Alors, dans la région de Tlemcen, donc au début, avant même l'arrivée de Yarmourasen ibn Ziyad, donc la partie Ndawahi Medinati Tlemcen, elle était gouvernée par les Ziyanites, par les Zenata, la tribu de Zenata, mais elle était moualiya لدولة الموحدون. mais بصح دولة المارينيون فاس راه ماشي تنقلب على دولة الموحدون. دونك حتى هما هاد القبائل الزناتية في ناحية تلمسان افيك لو غزاليي بنو هلال، دونك راهم ماشيين حتى هما ينقلبوا على دولة الموحدون. et c'est là où Yarmouraz ibn Ziyan va faire son apparition et il va réellement fonder دولة بنو زيان في الجزائر. من ناحية الجزائر حتى التازا في المغرب، امتازا حتى ناحية بجايا à peu près. Bjaya, elle était restée, c'était la limite de frontière entre les Hafsides de Tunis ou les Zianides في الجزائر. وعاود امتازا حتى المحيط الأطلسي voire حتى l'Andalousie un petit peu parce qu'ils vont être au secours des Andalous حتى هما. C'était la région, c'était la tribu ou là c'était دولة بنو مري. Donc ça c'est l'histoire des Almohades, et comme vous pouvez le remarquer, on ne peut pas séparer, je l'ai dit, je le redis, je le répète pour la énième fois, on ne peut pas séparer l'histoire de l'Andalousie de l'histoire du Maghreb ou là des tribus au Maghreb ou là en Afrique du Nord. Parce que
tout ce du moment où l'Andalousie a été annexée sous le commandement, sous la tutelle des Almoravides au départ au XIe siècle, puis au cours des Almohades, donc il fallait absolument que des échanges soient réalisés ou là des échanges soient imposés, que ce soit des échanges militaires, des échanges culturels, des échanges du savoir, peu importe. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas comprendre l'apparition des Ianides de Tlemcen sans comprendre l'effondrement de la dynastie Tali al-Mouad en Andalousie par la bataille de Hisn al-Uqab. Certains l'appellent Hisn al-Uqab, d'autres ils l'appellent Hisn al-Iqab. C'est comme une punition. C'est comme si c'était une punition que Rabbi leur a infligée, ce qui a induit la destruction de leur empire. Et malheureusement, c'est toujours est-il, ce sont des jeunes, pas des jeunes, mais on a vu de beaux exemples, l'histoire musulmane ou des jeunes. Par exemple, je peux prendre Mansour Mouahidi, c'était un jeune, 25 ans. Mohamed al-Nasr al-Andalus, c'était un jeune aussi, 25 ans. Mohamed al-Fatih aussi, c'était un jeune, 25 ans. Donc il y avait des jeunes, vraiment de très beaux exemples, les musulmans, qui prenaient le pouvoir et qui maîtrisaient vraiment la science, le gouvernement, ils savaient bien manipuler l'orientation et la progression et le développement de ces dynasties. Donc, encore une fois, donc, عهد القوة, عهد الاستقرار, عهد السقوط, ou السقوط déjà après la mort, السقوط de دولة الموحدون, c'était premièrement ça a commencé après la mort d'Al-Mansur al-Mouahidi, puis le coup de grâce est venu lors de l'échec à la bataille d'Al-Arqos ou la Ma'arakat al-Arak. Donc voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va parler sur la fondation de l'arrivée, on va parler de l'apparition, l'arrivée de Al-Murassil ibn Ziyad et quelles étaient ses ambitions, comment il voyait, est-ce qu'il avait vraiment voulu fonder cette dynastie des Ziyanides ou où il a été emporté par les événements, quels étaient ses objectifs et quelles étaient ses initiatives à Tlemcen et surtout pourquoi il a choisi Tlemcen comme capitale pour sa nouvelle dynastie très jeune et très forte, parce que une dynastie qui disparaît et l'autre une jeune qui vient comme ça, elle est très forte et elle est très puissante. Donc merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis Inch'Allah à la semaine prochaine. Et dans l'attente, comme d'habitude, salam alaikum, et n'hésitez pas de me contacter. Et merci beaucoup pour vos réactions et vos commentaires sur mes vidéos. Et Inch'Allah, à la semaine prochaine. Salam alaikum, bislama, flaman.